Pour la première fois depuis la découverte du corps d'Anna Kepner, 18 ans sur un navire Carnival, une source officielle évoque un possible acte criminel lié à sa mort. Law and Crime détient le document rédigé par l'épouse du père de Kepner, précisant que la mort de Kepner pourrait bientôt faire l'objet d'une enquête criminelle. Comment cette nouvelle information a été révélée et comment ce développement choc pourrait influencer la suite de l'enquête sur la mort de la Pom-Pom Girl à bord d'un immense navire de croisière, nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Depuis que le corps de l'adolescente Anna Kepner a été débarqué d'un navire de croisière Carnival le 8 novembre dernier, il y a eu d'horribles spéculations en ligne sur ce qui a pu arriver à cette jeune fille. Photos de Kepner à bord du navire Carnival l'Horizon lors d'une croisière de 6 jours avec sa famille. Ils sont partis de Miami pour se rendre à plusieurs endroits dans les Caraïbes. Ceci est une vidéo prise lors du retour du navire au port, selon le journaliste de WSVN Télévision Sheldon Fox. C'est le corps de Kepner qui est retiré du navire lorsqu'il est revenu au port de Miami. Son corps a ensuite été transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade pour une autopsie. Le FBI enquête sur sa mort depuis lors. Et nous tenons à préciser que ce n'est pas parce que le FBI enquête sur un décès sur un navire de croisière que cela signifie que ce décès est un crime. Le bureau n'a rien déclaré officiellement concernant le fait que Kepner ait été victime d'un acte tel qu'un meurtre. Et le FBI n'a rien dit de plus que de confirmer qu'il est en charge de cette enquête. Mais c'est là que nous arrivons à ce document judiciaire. Nous l'avons et il y a beaucoup à analyser ici. Pour la première fois, nous avons une confirmation écrite officielle que la mort de Kepner pourrait ne pas être accidentelle. Maintenant, la partie surprenante de ce document, c'est qu'il n'a rien à voir directement avec la mort de Kepner. Il est lié à une autre affaire de garde impliquant l'épouse de son père. Maintenant, son père, sa femme et Kepner étaient tous à bord du navire pour ses vacances. Et nous savons aussi que les enfants de la femme de son père, qui sont mineurs, étaient également avec la famille lors de ce voyage. Maintenant, avant d'entrer dans les détails de ce document judiciaire, je veux parler de la façon dont le corps de Kepner aurait été retrouvé, car c'est très important. Maintenant, le FBI n'a pas confirmé cette chronologie, mais le Daily Mail a parlé à des sources qui affirment que c'est ainsi que se sont déroulés les derniers jours de la vie de Kepner à bord du Carnival Horizon. Encore une fois, il s'agit d'un immense paquebot de croisière. 15 ponts peuvent accueillir environ 4000 passagers. 2 jours avant que son corps ne soit débarqué du navire, Kepner dînait avec sa famille. C'était le 6 novembre. Le Daily Mail dit que cette nuit-là, le 6 novembre, Kepner a dit à sa famille qu'elle ne se sentait pas bien, alors elle est retournée dans sa cabine pour aller se coucher. C'était la dernière fois que cette pom-pom girl de 18 ans, qui devait obtenir son diplôme en mai et prévoyait de rejoindre l'armée, était vue vivante. Ceci selon le récit du Daily Mail. Le 7 novembre, les parents de Kepner devaient prendre le petit déjeuner ensemble, mais Anna manquait à l'appel. Puis, vers 11 heures du matin ce jour-là, le vendredi 7 novembre, une femme de chambre est entrée dans la chambre d'Anna pour l'entretenir et c'est elle qui aurait découvert le corps d'Anna. Selon le Daily Mail, qui affirme avoir parlé à 2 sources anonymes, le corps de Kepner, je cite, a été retrouvé enveloppé dans une couverture, recouvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit. Le FBI n'a pas confirmé ni donné d'informations sur la mort d'Anna, mais il semble désormais officiellement que ce n'était pas un accident. Selon un autre site web appelé Cruiseblog, vers le moment où l'on pense que le corps d'Anna a été retrouvé, des passagers ont signalé avoir entendu une alerte pour une urgence médicale. Sur le pont 8, quelques invités ont été informés qu'ils devaient quitter leur cabine plus tôt que d'habitude. Le jour où le navire est revenu au port, c'était le lendemain, le 8 novembre, et lorsque le navire est revenu à Miami. C'est à ce moment-là que nous voyons le corps d'Anna être emmené au bureau du médecin légiste, où il en notait une information très intéressante. Le médecin légiste a indiqué l'heure du décès d'Anna à 11h17 du matin, le 7 novembre. Maintenant, cela correspond à l'heure à laquelle le Daily Mail rapporte que la femme de ménage est entrée dans la chambre d'Anna. Mais pour qu'une heure aussi précise soit indiquée, il n'est pas clair pourquoi le médecin légiste a déclaré 11h17 comme heure du décès.
Il est également important, avant d'aborder ces nouvelles informations, de souligner à quel point il est rare que quelqu'un meure à la suite d'un crime violent à bord d'un navire de croisière. Nous n'avons pas encore de confirmation à ce sujet, mais il y a un blog que nous avons trouvé appelé Luxury Travel Diva qui dit: Il n'y a eu que 15 décès dus à un crime violent sur des navires de croisière depuis l'an 2000. Mais malheureusement, cette affaire pourrait s'ajouter à cette liste, d'après ce que nous apprenons dans ce document judiciaire que nous avons trouvé. Ce document ne fait que 3 pages, mais il ouvre la porte à de nombreuses possibilités effrayantes dans cette affaire. Le document a été déposé par Chantel Hudson, l'épouse du père d'Anna. Le document traite d'une affaire de garde impliquant ses enfants mineurs partis en croisière avec Anna. L'autre personne mentionnée dans cette affaire judiciaire est son ex-mari. Cette affaire relève du comté de Brevard. C'est là qu'Anna et sa famille vivent en Floride. Le document est une requête urgente de report d'audience sur la demande d'outrage et d'exécution des demandeurs. En termes simples, Hudson a une audience de garde prévue pour le 17 décembre et elle souhaite la reporter en raison de ce que la requête décrit comme une circonstance extrêmement sensible et grave qui est survenue. Et Hudson ne pourrait pas témoigner lors de l'audience à cause de cela. Il est écrit, je cite, et c'est important. Actuellement, une enquête est menée par le Bureau fédéral d'enquête à la suite du décès soudain d'Anna Kepner, âgée de 18 ans, qui a été retrouvée décédée le 9 novembre 2025 sur un navire de croisière Carnival. Mademoiselle Anna Kepner, la défunte, était la fille de la compagne du défendeur, et tous, y compris les enfants mineurs concernés, se trouvaient sur le navire de croisière. Fin de citation. Il est important de noter que le document précise qu'elle a été retrouvée morte le 9 novembre. Le navire est revenu au port et le corps de Kepner a été transféré au médecin légiste le 8 novembre. Il pourrait donc s'agir d'une erreur de frappe. Donc le document mentionne spécifiquement la mort d'Anna Kepner. Et maintenant, c'est ici que nous apprenons que cela pourrait être une affaire criminelle. Citation. La partie défenderesse a été informée, lors de discussions avec les enquêteurs du FBI et ses avocats, qu'une affaire criminelle pourrait être engagée contre l'un des enfants mineurs de la présente affaire maintenant. Sur cette base, il semble que l'un des demi-frères ou demi-sœurs d'Anna, qui se trouve à bord du navire avec elle, pourrait être impliqué dans sa mort. Le demi-frère ou la demi-sœur est impliqué dans cette audience de garde. La requête de Chantel Hudson indique qu'elle souhaite que l'audience de décembre soit reportée parce que, si elle témoigne, elle pourrait s'auto-incriminer. Le document se termine en disant que Hudson souhaite que l'audience de garde soit reportée jusqu'à la fin de l'enquête criminelle, je cite. Fin de citation. Sans la cause du décès de Kepner, il existe un large éventail de possibilités quant à l'apparence d'une affaire criminelle entourant les circonstances de sa mort. Selon le Daily Mail, on pense que Hudson a 3 enfants mineurs. On ne sait pas combien d'entre eux étaient sur le bateau avec elle. Et il n'est pas clair quel mineur pourrait être prétendument impliqué dans la mort de Kepner, ni quel âge a ce mineur. Voici une photo que nous avons trouvée de Chantel Hudson dans une photo de famille avec Anna Kepner. Nous brouillons les autres personnes sur cette photo. Maintenant, Chantel a rendu sa page Facebook privée. Nous avons remarqué cela depuis que la nouvelle concernant ces documents judiciaires est devenue publique du jour au lendemain. Avant cela, elle avait publié un article d'American Broadcasting Company News sur son fil d'actualité qui disait que ce serait la seule interview que son mari, le père d'Anna, allait accorder. Dans cet article, il y a une citation attribuée à la famille d'Anna qui dit que lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle l'illuminait. Si vous étiez triste, elle vous faisait rire. Elle plaisantait et était la personne la plus drôle de son école. Mais encore une fois, nous n'avons pas beaucoup entendu la famille d'Anna en dehors de cet article. Il y a une semaine, le Daily Mail a parlé au père d'Anna. Il s'appelle Chris Kepner et il a déclaré aux médias, je cite, « Nous étions là en famille. Tout le monde a été interrogé, tout le monde a descendu de ce navire. Je ne sais pas qui ils cherchent, ni quelle est la nature de leur enquête. Maintenant, si un enfant mineur, l'un des enfants de sa femme, pouvait être impliqué dans cette affaire, cela ouvre certainement la porte. Je parle de ces questions de plus en plus pressantes concernant ce qui est arrivé à Anna Kepner après la publication de ce document lié à l'affaire de garde. Lorsque le Daily Mail a publié son dernier article sur la découverte du corps d'Anna, ils ont précisé que son père n'a pas répondu à leurs appels pour commenter. J'ai contacté Carnival Cruise Lines pour une déclaration, voici leur réponse. Citation.
le décès d'une passagère voyageant à bord du Carnival Horizon, qui est pareil revenu au port de Miami le samedi matin 8 novembre, fait l'objet d'une enquête du FBI. Étant donné que l'affaire relève des forces de l'ordre, seul le Bureau des affaires publiques du FBI de Miami peut fournir plus de détails. Nous soutenons en priorité la famille de notre passagère dès maintenant. Anna Kepner était très appréciée par beaucoup dans sa ville natale de Titusville, en Floride. La cérémonie en son honneur est prévue pour le jeudi 21 novembre, c'est cette semaine. Et selon floridatoday.com, son corps a été transporté dans une maison funéraire près de son domicile à Titusville. Cependant, il faudra encore plusieurs semaines avant d'obtenir les résultats définitifs de l'autopsie, des tests toxicologiques et la cause officielle du décès. Ses amis de lycée continuent d'honorer sa mémoire. Sa voiture est garée sur sa place réservée au terminal et y restera jusqu'à la fin de l'année. Rappel d'une jeune fille pleine de promesses, partie en croisière avec sa famille, mais décédée. Rejoignez-nous maintenant pour parler des derniers développements dans cette affaire, qui reste un véritable mystère depuis lors. Le corps d'Anna Kepner a été retiré du paquebot le 8 novembre. Randy Kessler, avocat en droit de la famille, nous rejoint. Nous essayons d'analyser ce document qui est tombé hier soir concernant Chantel Hudson, qui est légalement la belle-mère d'Anna Kepner. Qu'est-ce que vous voyez en regardant cela, là? Vous savez, on essaye de l'analyser et de le comprendre, mais c'est votre domaine. Alors, qu'est-ce qu'on regarde exactement? Je trouve toujours intéressant quand le droit civil rencontre le droit pénal. Vous obtenez ainsi de nombreux avantages ou informations que vous n'auriez peut-être pas autrement lorsqu'il y a une affaire civile en cours ainsi qu'une enquête pénale. Donc, du côté civil apparemment, il y avait beaucoup de choses après le divorce, après la séparation. Ils essayaient de changer et nous ne savons pas encore exactement quoi. Nous n'avons pas vu le dossier, mais ils tentaient de changer le temps parental, la pension alimentaire et d'appliquer des clauses de l'accord. Par exemple, quelqu'un ne payait pas ce qu'il devait ou ne respectait pas le temps parental. Et ensuite, ce qui était prêt à avancer, c'était une requête pour faire appliquer un aspect de la séparation. Nous avons reçu un document indiquant de ne pas avancer en raison d'une possible enquête criminelle concernant un autre enfant. C'est important. J'ignore si le juge reportera l'affaire, mais cela éclaire la situation et une enquête aura lieu. Comme tu dis, Chris, le FBI reste silencieux jusqu'à ce qu'il parle. Et donc maintenant, on voit que quelqu'un a dit à maman qu'il y a une enquête en cours. Peut-être qu'un autre de tes enfants ou un demi-frère ou une demi-sœur sera impliqué, enquêté ou inculpé. Le Daily Mail a dit que Chantel Hudson, la belle-mère, a 3 enfants mineurs à elle. Et apparemment, c'est une famille recomposée avec le côté Kepner, Anna et son père. Ils sont tous sur cette croisière. Si l'un des enfants fait l'objet d'une enquête en lien avec la mort d'Anna, d'après les documents que nous lisons ici, quel impact cela a-t-il? Comment gérer une garde, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès dont on ignore s'il s'agit d'un meurtre? Je sais que les gens pourraient probablement en arriver à cette conclusion en regardant la situation, mais le FBI n'a rien déclaré officiellement. Nous savons que c'est une enquête criminelle, donc les accusations pourraient être graves. Comment cela impacte-t-il la procédure civile liée à une affaire de garde impliquant des enfants? Eh bien, ça met généralement un coup d'arrêt, non? C'est ce qu'on appelle un effet dissuasif parce que la première chose à faire, c'est de protéger les enfants. Et s'il y a la moindre possibilité qu'un autre enfant soit en danger, ou que le jugement de la belle-mère ait été altéré parce qu'elle a permis à cet enfant d'être en présence de l'enfant qu'il ou elle a tué ou a fait quelque chose qui a causé la mort de cette victime. Nous devons d'abord clarifier cela. L'avantage pour l'affaire civile, c'est que si le FBI intervient, ils découvriront ce qui s'est passé bien mieux que des avocats privés, n'est-ce pas? Le FBI dispose de ressources, d'enquêteurs, de scientifiques et d'experts en acide désoxyribonucléique. S'ils découvrent que cet enfant, ce demi-frère ou cette demi-sœur, a eu quelque chose à voir avec ça et que la mère aurait pu le savoir ou l'empêcher. Bien sûr, cela va avoir un impact sur son dossier de garde et surtout droit de visite qu'elle pourrait avoir avec ses enfants ou beaux-enfants. Il s'agit de jugement. La garde et le droit de visite concernent toujours celui qui a le meilleur jugement. Est-il possible qu'une personne ayant la garde des enfants prenne une mauvaise décision? Habituellement, on s'inquiète surtout de l'éducation ou du choix de les faire vacciner, qui sont de grandes décisions. Mais celle-ci pourrait suggérer que la belle-mère a peut-être permis, approuvé ou ignoré des faits qui ont conduit au meurtre de cet enfant. Si c'est le cas, elle aura des problèmes dans toute affaire de garde. En ce qui concerne les détails, vous savez, il n'y en a toujours pas beaucoup. Et le FBI, ils enquêtent. Mais comme on le voit souvent,
Le FBI ne dira pas grand-chose tant que l'enquête n'est pas terminée. Et cela pourrait prendre beaucoup de temps. Nous attendons toujours les résultats finaux de l'autopsie et des tests toxicologiques pour connaître la cause du décès d'Anna Kepner. Mais voir le nom de Kepner spécifiquement mentionné dans ce document et voir l'avocat de Chantel Hudson écrire que le FBI est impliqué, des accusations criminelles pourraient être en attente. Je veux dire, est-ce le genre de détail que vous devez inclure dans un document lorsque vous faites que ce type de demande? Parce que c'est une affaire qui a attiré l'attention nationale et très rapidement, les médias s'en sont emparés dès qu'elle est devenue publique, en Floride. Eh bien, la première chose, ce que cela me dit, ce que je comprends, c'est que la belle-mère, Chantel, veut vraiment un report. Elle est accusée d'outrage ou de violation d'une ordonnance du tribunal. Pas d'audience, bonne nouvelle pour l'accusée d'avoir violé une ordonnance du tribunal. Elle ne peut être punie, sanctionnée, ni payer de frais d'avocat sans audience. Comment alors l'éviter? Parfois, les gens tombent malades ou ont d'autres conflits ou affaires devant le tribunal, mais une enquête pour meurtre touchant un membre de la famille reste très rare. Ce genre d'éléments intégrés aux conclusions ou documents attire sans doute l'attention du juge. Il se dit, parmi toutes les affaires, celle-ci doit attendre, elle semble grave. Je ne suis donc pas surpris qu'elle l'ait mentionnée. Elle veut un report, c'est une bonne façon de l'obtenir, je dirais. Oui, à quel point l'argument est-il solide du côté civil? Que le FBI enquête l'un de mes enfants et l'enfant est impliqué dans cette procédure, est-ce qu'elle pourrait vraiment obtenir un report grâce à ça? Cela dépend de la procédure. Si quelqu'un doit 5 000 $ à une autre personne et ne paie pas, cela peut probablement continuer car l'argent est dû. Oui ou non. Si cela concerne le temps parental ou les décisions pour les enfants, en tant que juge, je dirais le FBI enquête. Nous avons la meilleure équipe d'enquête que l'argent puisse acheter en ce moment qui enquête sur cette famille. Attendons leur découverte avant de tenir une audience pouvant décider du sort des enfants ou des parents. Donc, je pense que c'est important, je pense que c'est une façon précieuse ou une bonne façon de demander un report. Je supposerais que le report serait accordé. Encore une fois, si c'est un problème simple, par exemple si maman n'a pas payé ce qu'elle doit ou si papa n'a pas remboursé la facture du médecin, cela pourrait avancer. En consultant le registre, ils se sont séparés. L'affaire aurait débuté en octobre 2024. Et au moins, en le regardant moi-même, avec mon œil non averti, il semble qu'il y ait beaucoup d'entrées dans le registre en descendant. Comment qualifieriez-vous ce divorce sans les détails connus? Et je sais que cela pourrait être une question difficile, mais je veux dire, comment caractériseriez-vous la façon dont les choses se passent à la fin de... Encore une fois, vous savez, nous ne sommes que des observateurs extérieurs, n'est-ce pas? Et nous ne faisons que regarder ce que vous appelez le registre. Et vous avez raison, de votre œil non averti. Vous consultez les documents déposés au tribunal, je les ai vus aussi. La plupart sont des formulaires ou modèles standards. Par exemple, il y a la déclaration UCCJA. Vous devez indiquer s'il existe des affaires dans d'autres États pour que le juge sache qu'aucune ordonnance concurrente n'existe ailleurs. Vous devez informer le tribunal du dépôt de certains documents. Même avec 10 ou 15 inscriptions au registre, cela ne semble pas être l'affaire la plus complexe. Il semble que quelques documents aient été déposés et celui pour lequel ce document demande un report concerne un outrage au tribunal. Cela signifie que quelqu'un essaye de faire appliquer une disposition de l'ordonnance et que quelqu'un d'autre ne veut pas que cette ordonnance soit appliquée. Ou veut pouvoir dire « je n'ai pas violé cette ordonnance volontairement ». Mais devinez quoi? Sans audience, elle ne peut être accusée ni reconnue coupable de violation de l'ordonnance. Donc, un report est parfois la meilleure défense, parfois la seule défense, et ensuite peut-être que les choses se règlent d'elles-mêmes, et peut-être qu'elle peut régler ça en privé en rattrapant le temps parental ou en payant l'argent petit à petit. Ainsi, quand ils arrivent finalement au tribunal, elle n'est plus en situation d'outrage à l'ordonnance du tribunal. Et dans ce document, elle invoque également son droit de ne pas s'incriminer elle-même. Si elle devait témoigner, Intéressant. nous ignorons où cette affaire criminelle va mener. Mais en la regardant, je voyais quelqu'un de l'extérieur et un peu de moi-même. Et tu te dis, hein, tu sais, elle est sur cette croisière, c'est une témoin. Mais en même temps, n'est-ce pas accablant de ne pas la voir, tu vois? Les gens doivent-ils se demander s'il se passe quelque chose? Pourquoi témoigner si on a le droit de ne pas s'incriminer? Comment pourrais-tu t'incriminer si tu n'as rien fait de mal? Je sais que c'est probablement l'avis du public, parfois, quand on voit des gens parler de cet amendement. En fait, tu as raison, ça donne vraiment l'impression qu'elle cache peut-être quelque chose. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'en pénal, tu as le droit de ne pas témoigner ou t'incriminer toi-même. L'État doit prouver au-delà de tout doute raisonnable. Tu n'as rien à prouver. En civil, tu n'as pas ce droit. Tu peux dire, je ne vais pas témoigner contre moi-même parce que je ne veux pas m'incriminer.
Mais le tribunal, dans la plupart des États, peut dire, tu sais quoi, nous en conclurons négativement. Si on te demande, as-tu un lien avec le meurtre de cet enfant? Et tu réponds, j'invoque le 5e amendement. Alors, dans une affaire civile, le tribunal peut en tirer une certaine conclusion et peut dire, eh bien, tu ne témoignes pas. Je veux dire, je comprends pourquoi tu ne témoignes pas. Tu ne veux rien donner à l'État. Mais techniquement, je peux en tirer une conclusion. Et cela arrive souvent dans les États où l'adultère est techniquement un crime. Beaucoup de gens disent, je ne vais pas admettre si j'ai eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre parce que cela reviendrait à admettre un crime. Eh bien, l'État et le juge le sauraient alors. Bien sûr, vous l'avez fait, dans la plupart des États, il est permis d'en tirer une conclusion dans une affaire civile. Je comprends ce qu'elle veut dire. Ne me mettez pas dans une position où je suis menotté et incapable de me défendre. Parce que mon avocat pénal me dit de ne pas parler. Et mon avocat civil me dit que si je veux voir mes enfants, je dois parler. Ce n'est pas équitable pour la partie concernée, mais c'est une bonne stratégie pour elle. Et tout ce que nous savons à ce stade, c'est qu'il y a une enquête criminelle liée à ce document et que le demi-frère ou la demi-sœur d'Anna Kepner pourrait être impliqué dans cette enquête criminelle. Si cela en arrive à un point où des accusations criminelles sont déposées, et même là, nous ne savons pas. Autre point important, nous ignorons l'âge de ce demi-frère ou demi-sœur. Est-ce un cas où il a 17 ans ou est-ce un cas où il a 9 ou 10 ans? Nous ne savons pas. Quelle est la différence entre un tribunal pour mineurs et pour adultes, même lorsqu'on parle potentiellement de charges assez graves? Il y a des limites et le tribunal pour mineurs se concentre sur certains aspects. Peut-être qu'il y a une chance de réhabiliter cet enfant, peut-être que cette personne peut réintégrer la société, et vous savez, et parfois l'enfant est assez âgé pour qu'ils ignorent cela, ou il y a des circonstances aggravantes qui font que cet enfant sera traité comme un adulte. Les tribunaux pour mineurs visent à remettre un enfant sur le droit chemin avant qu'il ne perde espoir de devenir un membre positif de la société. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que l'affaire pénale est tellement plus importante pour maman, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne peut pas vraiment être un bon parent, exercer son droit de visite ou prendre des décisions concernant son enfant si on est en prison pour un crime. Elle doit donc tout miser sur la compréhension de l'affaire pénale. Et s'il y a la moindre possibilité qu'elle soit accusée ou condamnée, c'est là-dessus qu'elle doit se concentrer. Et peu importe ce qu'est l'affaire civile, il faut d'abord régler l'affaire pénale, s'occuper de l'affaire pénale, puis traiter l'affaire civile. C'est difficile de faire les deux à la fois. Elle doit donc concentrer son énergie sur l'affaire pénale, surtout si elle risque d'être impliquée. Même si ce n'est pas elle, c'est son fils. Comment cela l'affecte-t-il? Pour ce mineur, que se passe-t-il? C'est une question de jugement. Quand a-t-elle découvert les problèmes de son fils? Si elle savait qu'un problème pouvait survenir et n'a rien fait, elle aura des ennuis et risque de perdre la garde de tous les enfants. Si elle le découvre après, informée par le FBI, puis agit, elle doit mettre en place une stratégie, un plan parental, qui sépare le possible agresseur de toute possibilité de faire cela à quelqu'un d'autre. Si elle ne protège pas ses enfants, l'État s'en chargera. Pénalement comme civilement, les juges seront d'accord. Ils vont s'assurer qu'aucun autre enfant ne court un tel risque. Mais si la mère peut éviter ce risque et peut dire que cet enfant va être séparé et vivre ailleurs pendant qu'il ou elle fait l'objet d'une enquête ou est en garde à vue, et je vais élever les autres enfants et convaincre le juge que les autres enfants sont en sécurité, qu'elle est du côté des enfants et qu'elle les protège. Peut-être qu'elle s'en sortira. Si elle franchit les limites, le juge interviendra aussitôt et dira vous ne devez pas approcher ces enfants jusqu'à ce qu'on soit certain que tout soit clarifié. Parce que si elle n'est pas sous enquête, si le FBI l'innocente et qu'elle a 3 enfants, l'un d'eux pourrait être accusé d'un crime assez grave. C'est presque comme si elle était coupable par association. Du genre, eh bien, vous êtes le tuteur de cette personne qui a fait ça, ce mineur. Et je ne dis pas qu'ils l'ont fait, on verra bien ce qui va se passer. Mais est-ce que cela a un impact sur sa capacité à, peu importe les arrangements de garde en place concernant les 2 autres enfants dont elle est la mère biologique? Absolument, ça pourrait. Et c'est ce qui est intéressant, compliqué et intellectuellement stimulant. Parce que, d'accord, elle est innocente. Elle n'était pas au courant de ça. La question, c'est le jugement, non? Comment gère-t-elle la situation? Est-ce qu'elle élimine maintenant toute possibilité future de risque pour d'autres enfants? Ou bien dit-elle, je ne pense pas que mon bébé soit coupable, je vais le laisser rester avec tous les autres enfants? Comment gère-t-elle cela? C'est ce que le juge et le tribunal voudront savoir. Et, espérons-le, elle s'en occupe de manière à pouvoir veiller sur l'enfant qui fait l'objet d'une enquête et à séparer cela du fait de s'occuper des autres enfants. C'est difficile, elle souhaite peut-être que les autres enfants vivent chez un proche pour éviter tout chevauchement ou confusion, et que le juge sache qu'elle protège les enfants innocents de celui qui est accusé,
La situation est difficile et complexe. Les avocats pénalistes et civils se concertent pour élaborer la meilleure stratégie afin d'atteindre ces objectifs. En examinant simplement cette affaire, nous parlons souvent d'affaires criminelles réelles. C'est ce que nous faisons chez Law and Crime. On ne voit pas grand-chose sur les navires de croisière, c'est une histoire. Une fois que la vidéo montrant le corps d'Anna Kepner transporté hors de ce navire de croisière Carnival à Miami a fait surface, un bateau de 4000 passagers, 15 ponts. On ne voit tout simplement pas ça. Qu'est-ce qui vous frappe à ce stade? Ce que nous savons, ce que je sais officiellement, ce n'est pas grand-chose. Eh bien, une chose qui m'intrigue, c'est qui sont les témoins potentiels? Est-ce que ce sont les 4000 personnes, si sont les deux? Est-ce que le FBI doit interroger les 4000 personnes? Ils ont sûrement une liste et enverront un questionnaire pour demander si quelqu'un a vu cet enfant. Quelqu'un a-t-il vu un membre de cette famille ou remarqué quelque chose? L'avantage, c'est que si un meurtre a lieu en ville, il y a des millions de témoins potentiels. Ouais, il y en a 4000, c'est beaucoup, mais pas énorme. Des personnes potentielles qui ont peut-être vu quelque chose. Peut-être que c'était juste un comportement, peut-être que c'était un comportement brutal, peut-être que c'était une menace. Il y avait les caméras de sécurité. Le rayon est petit. Un paquebot de croisière est grand, mais pas autant qu'une ville. Ils vont examiner les vidéos de sécurité et interroger le personnel. Il y a 4000 passagers. Il y a aussi 1000 membres du personnel ou plus. Des cuisiniers, des chefs, des serveurs, des personnes qui transportent les bagages à l'intérieur et à l'extérieur. Si l'on dispose des ressources nécessaires et que le FBI agit, ils ont un groupe de témoins qui auraient pu voir quelque chose. Pour l'instant, on ne sait rien, alors voyons si quelqu'un a vu quelque chose. 4000, c'est beaucoup, mais c'est tout de même un nombre fini de témoins possibles. À part ces 4000 personnes, nul autre ne pourrait en être témoin. Mais tu penses quand même à l'agent du FBI, les yeux fatigués à force de fixer un écran, passant en revue, image par image, chaque extrait pertinent des vidéos de surveillance. Très intéressant. Se manifeste, n'est-ce pas? Espérons que quelqu'un dit « J'ai vu ça aux infos. Sur Law and Crime, j'étais sur ce bateau et je me souviens de cet enfant menaçant un autre. » Vous savez, ce genre de choses arrive et nous l'avons déjà vu auparavant. Oui, et nous verrons comment cette affaire évoluera ensuite. Développement très intéressant. C'est la première fois que j'entends une telle information. À partir d'un dossier judiciaire lié à une affaire de divorce, une affaire de garde, liée à une affaire criminelle. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Randy Kessler, avocat en droit de la famille, merci d'être sur Law and Crime. Merci Chris. Dès que le FBI et les forces de l'ordre confirmeront d'autres informations, nous vous en informerons. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.